Mes chers collègues, je vous prie de vous installer. Nous allons démarrer nos travaux, s'il vous plaît. Bien le bonjour, même bonsoir à toutes et tous. Comme le veut d'ailleurs la tradition, je vous transmets tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, à vos proches, vos familles, tous les êtres que vous chérissez, mais également bien sûr à tous les collaborateurs ici présents, ainsi qu'à toute l'administration, les administrateurs qui nous accompagnent au quotidien. Voilà, donc comme vous le savez, nous allons avoir une année un début d'année extrêmement chargé. Mais nous y sommes prêts, aucun souci. Donc j'émets également le vœu auquel bien sûr je suis attachée, et c'est aussi une bonne résolution que nous devons toutes et tous prendre, à savoir que je souhaite en effet que nous poursuivons nos travaux dans un esprit comme toujours de responsabilité, d'écoute et même de convivialité. Ça me semble quand même important. Et ça a toujours été l'état d'esprit de notre commission, et ce, quels que soient les sujets qui sont examinés. Ces sujets sont essentiels pour tous nos concitoyens, vous le savez, de l'enfance à la fin de vie, en passant par la santé, le travail, la formation professionnelle, le handicap, la retraite et l'autonomie. Notre devoir est donc de les aborder avec sérénité et sérieux et respect mutuel. Et dans le souci partagé d'œuvrer également bien sûr au bien commun. Et bien sûr, cela malgré nos divergences. C'est le principe même de la démocratie, d'une démocratie bien sûr bien vivante. Avant d'en venir à notre ordre du jour, nous devons d'abord désigner nos rapporteurs sur la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. J'ai été saisie des candidatures de Monique Iborra et d'Annie Vidal. Y a-t-il des objections ? Il en est ainsi décidé. Je vous remercie. Nous commençons nos travaux par l'examen de la proposition de loi de notre rapporteur général, que je salue, et bien sûr je lui souhaite également tous mes meilleurs vœux, portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Avant de lui donner la parole et d'engager la discussion générale de ce texte, je souhaite apporter quelques précisions sur l'irrecevabilité qui ont été opposées à certains amendements. Je vais y arriver, pourtant c'est le début de l'année quand même. Au titre de l'article 40 de la Constitution, le président de la Commission des finances a rendu un avis tendant à l'irrecevabilité de 116 amendements. Par cohérence avec des décisions antérieures, j'ai également déclaré irrecevable 26 amendements à ce titre. Pour ce qui est de l'article 45 de la Constitution, c'est-à-dire du lien direct ou indirect que les amendements doivent avoir avec les articles du texte, je me suis efforcée, comme toujours, de favoriser le plus possible l'initiative parlementaire. J'ai ainsi estimé que 2 catégories d'amendements pouvaient être considérées comme recevables. D'une part, les amendements ayant un lien indirect avec au moins l'un des articles, à savoir les IPA, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les assistants dentaires et l'accès direct à certains soins. D'autre part, les amendements ayant un lien indirect avec l'objet général du texte, à savoir améliorer l'accès aux soins grâce à de nouveaux partages de compétences entre les professionnels de santé. En revanche, j'ai considéré que 26 amendements étaient dépourvus de tout lien avec la proposition de loi. Ce n'est malheureusement pas la pertinence des amendements qui est en cause, faute de quoi je n'aurais pas déclaré irrecevable, par exemple, l'amendement relatif à la régulation de l'intérim médical. Parmi les autres amendements, malheureusement dépourvus de lien avec le texte, je peux mentionner ceux portant sur les thèmes suivants. Des exonérations d'impôts sur le revenu pour certains professionnels de santé, une expérimentation de la facturation par les médecins des rendez-vous non honorés, le renvoi à la négociation conventionnelle de la fixation du montant de remboursement des activités de télésurveillance, la possibilité pour les professionnels de santé travaillant dans le cadre des protocoles de coopération d'acquérir des crédits universitaires, ou encore la conditionnalité de la prise en charge des actes techniques par l'assurance maladie à la réalisation par les praticiens d'un nombre annuel minimal de ces actes, tout comme des demandes de rapport sur le remboursement de certains soins ou produits. Nous aurons donc, mes chers collègues,
141 amendements à examiner. Je passe donc dès à présent la parole à notre rapporteur de ce texte, rapporteur également général, Stéphanie Rist. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, avant de débuter l'examen de la proposition de loi pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, permettez-moi de vous adresser à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce riche en débats. La santé de nos concitoyens est au centre du texte que nous nous apprêtons à examiner. Cette proposition de loi longuement mûrie et concertée avec les professionnels de santé s'inscrit dans le prolongement des travaux engagés depuis plusieurs années pour faciliter l'accès aux soins de nos concitoyens, tout en valorisant les compétences des professionnels. Cette proposition de loi est débattue dans un contexte inédit de pénurie de médecins dans notre pays. Il m'apparaît ainsi nécessaire de revenir rapidement sur des éléments de contexte qui ont été à l'origine de cette initiative avant d'en venir aux mesures qu'elle contient. Comme vous le savez, l'accès aux soins est une préoccupation majeure de nos concitoyens. La raison principale de cette situation, désormais bien connue, il s'agit de l'instauration d'un numerus clausus au début des années 70 qui a fortement contraint le nombre de médecins formés pour des raisons économiques. Depuis 2017, nous avons agi pour faire face à ces difficultés. La suppression de ce numerus clausus en 2019 a déjà permis d'augmenter de 15% environ le nombre d'étudiants formés chaque année. À plus court terme, nous avons engagé des mesures concrètes récemment dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, encourageant les médecins de fin de carrière, par exemple, à prolonger leur activité et favorisant également l'accompagnement à l'installation des médecins sur nos territoires. Notre volontarisme est aussi caractérisé par les mesures qui visent à libérer du temps aux médecins. Le président de la République l'a rappelé lors de ses vœux aux soignants, c'est l'un des objectifs majeurs. D'ici fin 2024, 10 000 assistants médicaux seront déployés sur notre territoire afin de décharger les médecins des tâches administratives dans leur exercice. Cela passe aussi évidemment par des délégations de tâches dans le cadre de protocoles de coopération entre les différents professionnels de santé. Les maladies évoluant, le vieillissement de la population devenant un sujet prégnant dans les années qui viennent, il me semble indispensable d'aller plus loin et plus vite dans l'évolutivité des métiers du soin. Je crois qu'il s'agit là d'une première réponse efficace pour améliorer l'attractivité des professions de santé, mais également renforcer la confiance dans notre système. C'est dans la continuité de la loi que nous avons votée en 2021 que cette nouvelle proposition de loi s'inscrit. Il s'agit d'une part de développer ce qu'on appelle l'accès direct, c'est-à-dire la possibilité pour un patient de consulter en première intention un professionnel de santé sans devoir d'abord passer par son médecin. Mais il s'agit également de favoriser le développement des pratiques avancées dont on sait qu'elles sont un facteur de qualité de prise en charge des patients. L'article 1er de cette proposition de loi vise ainsi à revaloriser les missions des infirmiers en pratique avancée et à dynamiser cette profession qui est encore en déploiement. Cette profession comptait en août dernier 1700 diplômés et 1500 formations. 700 infirmières en pratique avancée sont diplômées chaque année en moyenne. Si la crise sanitaire a pu ralentir la montée en charge de cette profession, il est urgent d'accélérer la formation et le déploiement de ces infirmières, comme l'a indiqué d'ailleurs le président de la République. L'une des difficultés majeures rencontrées par les infirmières de pratique avancée exerçant en libéral réside dans l'insuffisance du nombre de patients adressés par les médecins. Nombre d'entre eux sont encore réticents à adresser des patients à des infirmières de pratique avancée, soit par méconnaissance, soit par absence de volonté de travailler avec une profession perçue à tort comme concurrente. Ce mode de fonctionnement empêche le développement d'un modèle économique pourtant pertinent et viable, ce qui conduit à un certain nombre d'infirmiers à renoncer à l'exercice en tant qu'infirmière de pratique avancée. Au regard de cette situation, l'article 1er reprend plusieurs propositions formulées par l'Inspection générale des affaires sociales en novembre 2021 dans un rapport sur les partages de compétences entre les professionnels de santé. Je rappelle notamment, pour nos collègues qui n'étaient pas là sous la précédente législature, que ce rapport a été remis sur le fondement de l'article 1er de la loi que j'avais pu porter il y a 2 ans. Il est proposé d'étendre le champ de compétences des infirmières de pratique avancée aux prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale obligatoire. L'article permet également aux infirmières de pratique avancée de prendre en charge directement des patients sans adressage préalable d'un médecin, à la condition d'exercer dans le cadre de structures d'exercice coordonnées, qu'il s'agisse des équipes de soins primaires, des centres de santé, des maisons de santé ou des communautés professionnelles territoriales de santé qui ont vocation à être généralisées sur l'ensemble du territoire.
Afin de mieux structurer et organiser la profession, l'article propose aussi de créer 2 types d'infirmières de pratique avancée, à savoir les infirmières de pratique avancée spécialisées et les infirmières de pratique avancée praticiens. Il s'agit d'un même métier avec des modalités d'exercice différents. Les infirmières de pratique avancée spécialisées auront vocation à prendre en charge plutôt des pathologies complexes dans le cadre d'un domaine de compétences spécifique, plutôt en aval des médecins. En parallèle, les infirmières de pratique avancée praticiens auront vocation à intervenir davantage en amont de la prise en charge par le médecin. Les infirmières de pratique avancée praticiens interviendront plutôt en premier recours, que ce soit en ville ou dans les établissements. Les articles 2 et 3 visent respectivement à ouvrir l'accès direct aux masseurs kinésithérapeutes et aux orthophonistes. L'accès direct à ces professionnels est nécessaire pour fluidifier le parcours de soins du patient et dégager du temps médical. Ces professionnels ont, durant leurs études, des formations sur cet accès direct, leur permettant d'avoir des compétences sanctionnées par un diplôme universitaire. Nous permettons donc, dans cette proposition de loi, la reconnaissance pleine et entière de leurs compétences. Même si le médecin ne sera plus consulté forcément en premier, sa place reste centrale dans notre système de santé. L'accès direct n'est pas ouvert à tous les masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes, mais aux seuls professionnels qui exercent dans une structure de soins coordonnés. D'ailleurs, un bilan initial, un compte-rendu de soins prodigués seront adressés aux médecins traitants et reportés dans le dossier médical partagé. Enfin, l'article 4 propose de créer une profession d'assistant dentaire de niveau 2. Allez, on boit un coup. Non, je fais le test. Cette proposition répond à une demande forte de la profession, travaillée depuis des années. Il s'agit là ainsi de permettre l'évolutivité de la profession d'assistant dentaire. Cette dernière, encadrée par la loi en 2016, représente aujourd'hui près de 15 000 professionnels en exercice. L'assistant dentaire de niveau 1 est le principal collaborateur du chirurgien dentiste qui l'assiste dans la réalisation des gestes avant, après et pendant les soins bucco-dentaires. Disposant de compétences élargies, l'assistant dentaire de niveau 2 se situera à l'interface entre l'assistant dentaire et le chirurgien dentiste. Il pourra effectuer les actes habituellement pratiqués par le chirurgien dentiste, tels que des détartrages, par exemple, des actes d'imagerie. Alors que les difficultés d'accès aux soins bucco-dentaires sont observées dans de nombreux territoires, la création de cette profession apparaît essentielle pour libérer le temps du chirurgien dentiste et mieux développer la prévention bucco-dentaire. Pour conclure mon propos, j'ai la conviction que les mesures portées par ce texte vont permettre d'améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Elles portent le double objectif, celui de conforter l'expertise et la place centrale du médecin généraliste dans le parcours de soins, et celui de permettre de libérer plus de temps médical. La confiance et la coopération indispensables entre les différents professionnels de santé sont des leviers les plus opérants dont nous disposons pour améliorer la qualité de prise en charge des patients. Je vous remercie. Merci bien, Madame la rapporteure. Je vais à présent passer la parole aux orateurs de groupe et je commence tout de suite pour Renaissance par Charlotte Parmentier-Lecoq. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, permettez-moi également de vous adresser, ainsi qu'aux administrateurs et agents de la Commission, tous mes vœux pour cette nouvelle année et par-dessus tout, une bonne santé à toutes et à tous. Force est de constater que nous subissons encore toutes les conséquences de plusieurs décennies durant lesquelles le nombre de soignants formés a été largement insuffisant au regard des besoins, suivant le credo absurde selon lequel, pour réduire les dépenses de santé, il fallait réduire les consultations. Comme si cela aurait pu faire disparaître par magie les patients et leurs pathologies. Face à cela, la majorité a, dès le précédent mandat, agi pour inverser cette tendance en supprimant le numerus clausus et en soutenant des innovations telles que la télémédecine. Nous nous sommes également engagés dans une démarche de délégation de certains actes des médecins vers d'autres professionnels de santé. Et je salue l'initiative de notre collègue Stéphanie Rist, qui s'inscrit pleinement dans cette logique. Le groupe Renaissance apportera tout son soutien à cette proposition de loi, car nous croyons
en les compétences de nos professionnels de santé et en leur capacité à s'organiser collectivement au bénéfice des patients. En revanche, nous nous sommes toujours refusés à imposer l'établissement des médecins généralistes, considérant qu'aucun territoire ne peut se prévaloir d'une hypothétique surpopulation de médecins au détriment d'un autre. Permettez-moi, Madame la Présidente, de nous inviter collectivement à également soutenir toutes les démarches qui lutteront contre les lourdeurs administratives, ajoutant de la charge de travail et de la charge mentale à nos soignants au détriment de leurs patients. Ce principe doit, à mon sens, guider les débats que notre commission aura à mener. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Madame Joëlle Mélin pour le Rassemblement national. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour, à titre personnel et au nom de notre groupe, de présenter tous nos vœux à tous les membres de cette commission, à toutes les personnes qui aident en sous-main et pour le bon fonctionnement de cette commission, et formuler le vœu que nos travaux pour l'année à venir soient les plus courtois et les plus constructifs possibles. Concernant la proposition de loi de Madame Rist, derrière un titre d'ailleurs assez cordial, on va le dire, pour améliorer l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, se cache en fait une problématique multiple et qui a déchaîné les passions. Je dois dire que, aussi bien pendant les auditions, n'est-ce pas, Madame la rapporteure, que de ce que j'ai vu sur le terrain ou tout ce que j'ai pu avoir comme rapport avec tous les représentants, que ce soit les représentants médicaux ou de toutes les professions dites paramédicales, et ce terme est noble, bien évidemment, les passions se sont déchaînées, sachant que les personnes les premières concernées sont bien entendu les patients. Que face à cette situation de la pénurie de soignants, pas uniquement de médecins, mais tout particulièrement de médecins et tout particulièrement de généralistes, un double problème. Le premier problème, c'est l'urgence de la situation pour permettre à tous les patients, surtout les 600 000 en ALD qui n'ont pas encore de médecin traitant ou plus de médecin traitant, et bien entendu toute autre personne, d'avoir accès à des soins rapides et efficaces. Et en même temps, nous nous apercevons que nous sommes au détour d'une réorganisation de notre système de distribution de soins. Et toutes les passions se sont déchaînées à ce propos. Tout le monde est d'accord pour dire, et notre groupe en premier, que l'urgence des urgences, c'est de tout faire pour réduire les déserts médicaux et aller à la demande des patients. Mais à cette occasion, on s'est aperçu qu'il y avait sans doute une nécessité non pas à du transfert de tâches, mais à une délégation de tâches dans un exercice coordonné. Jusque-là, aucune difficulté. C'est le cas des IPA, et je ne vous cache pas qu'au témoignage des IPA que j'ai rencontrés dans différents centres, la coordination se fait bien et tout le monde voit les choses. En revanche, ce n'est pas tout à fait le cas pour les autres professions qui n'ont pas la formation complémentaire des IPA. Et on voit bien, au détour de ce texte, que nous sommes maintenant dans une balkanisation potentielle, et surtout au détour des amendements qui sont portés sur l'additionnel au 3, nous sommes véritablement dans un risque de balkanisation qui a véritablement inquiété les médecins. Vous avez largement... Nous ferons tout pour maintenir l'équilibre entre le système de protection de santé et les patients. Merci bien. J'ai laissé effectivement le chronomètre aller. La parole est à Monsieur Adrien Clouet pour la France Insoumise, NUPES. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Permettez-moi également de vous souhaiter une très bonne année, voire même excellente si jamais la retraite à 60 ans était rétablie. Alors nous examinons aujourd'hui une proposition de loi intitulée « Pour l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ». Un texte qui pose des questions essentielles mais qui, en l'état, ne nous convainc pas totalement. En effet, entraîné par certaines mauvaises habitudes prises notamment durant les discussions sur l'assurance chômage, vous nous présentez un texte qui, à certains égards, ressemble à une pochette surprise. Alors, j'aime à titre personnel beaucoup les facéties, mais pas forcément appliquées à la loi. Car voici ici les infirmiers en pratique avancée scindés entre deux métiers, donc les IPAS et les IPAP, sans que rien ne soit dit de leurs conditions d'accès et d'exercice, de l'avenir des IPA actuels dans ce dispositif, de l'égale reconnaissance ou de la valorisation des personnels à un même niveau de formation. Rien non plus en ce qui concerne l'encadrement de la primo-prescription. Dès lors, nous préférons et défendrons la création d'une nouvelle mention « premier recours » qui nous paraît plus attendue par les professionnels et plus utile aux patients. Idem pour les nouveaux assistants en médecine bucco-dentaire, donc forme avancée des assistants dentaires. Il faudra, dans le texte, attendre un décret pour savoir ce qu'il en est exactement.
Pour les IPA donc, mais également pour les masseurs kinésithérapeutes et pour les orthophonistes, vous ouvrez la possibilité d'un accès direct dans le cadre de l'exercice coordonné. Nous ne sommes pas opposés du tout à ce type de mesure. Le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux y a d'ailleurs travaillé, et nous avons déposé un amendement visant à mieux encadrer l'accès direct aux IPA. Mais je note que là encore, nous ne saurons rien des conditions exactes de cet exercice, pas plus que des protocoles de prise en charge qui sont évoqués dans l'exposé des motifs, mais disparaissent dans le dispositif lui-même. Soyons clairs, nous avons confiance dans nos professionnels de santé, mais la confiance n'exclut pas que le législateur organise des coopérations, les parcours de soins, la garantie d'une prise en charge de qualité pour toutes et tous. En fait de confiance, ce texte propose en l'état trop de laisser-aller, et notre position de vote dépendra donc des amendements votés durant la discussion. Je vous remercie. Très bien, merci bien. Madame Justine Gruet pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. J'adresse à mon tour mes meilleurs vœux à l'ensemble des députés et collaborateurs de cette commission. Le contexte de cette proposition de loi s'inscrit dans un constat qui ne fait pas débat. En effet, à l'heure actuelle, notre pays connaît une désertification médicale et l'offre de soins est insuffisante par rapport aux besoins de la population. Pour ce faire, nous devons changer de paradigme et amorcer une nouvelle façon d'aborder la prise en charge médicale. Permettre un accès direct aux IPA pour faciliter l'accès aux soins et au suivi de soins est une évolution intéressante, mais pour autant, il ne faut pas oublier de reconsidérer la situation des médecins qui, pour accepter ce changement de pratique médicale, doivent être écoutés et suivis dans leurs demandes. La première d'entre elles concerne le prix de la consultation, car l'inflation ne leur permet souvent plus de rémunérer une secrétaire, et cela les repositionnerait dans leur cœur de métier. Une revalorisation d'autant plus justifiée si la rémunération des IPA était décidée à 50 € la consultation par trimestre. La seconde interrogation concerne la responsabilité que les médecins pourraient endosser pour des actes réalisés en premier recours par les IPA. Il convient là d'encadrer formellement les choses. La place du médecin dans notre système de santé doit rester au cœur du dispositif, être un coordinateur privilégié. Cela n'exclut pas de donner une meilleure considération aux professions paramédicales qui sont les plus à même de savoir si les patients ont besoin de soins dans leur discipline. C'est le sens de cette proposition de loi en permettant l'accès direct aux métiers de la rééducation que sont les kinés, les orthophonistes, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Si c'est la confiance qui prime dans cette nouvelle organisation des soins avec des professionnels qualifiés et compétents, alors la condition d'exercer dans une structure d'exercice coordonné n'a aucun sens. L'accès direct est conditionné à la qualité de formation du professionnel et non son exercice au sein de ces PTS. Afin de sécuriser la pratique, un bilan de suivi des soins sera obligatoire. On supprime donc l'obligation d'exercice coordonné, mais on sacralise le rôle coordinateur du médecin. L'accès direct a un intérêt encore plus fort, à mon sens, en aval qu'en amont. J'entends par là qu'un professionnel paramédical pourra ainsi juger plus facilement si son patient doit bénéficier ou non d'une poursuite des soins et non être tributaire d'une nouvelle ordonnance prescrite par le médecin. Merci. Les propositions sont intéressantes, mais j'espère que nous arriverons à échanger d'ici la discussion en hémicycle et je regrette malheureusement que tous nos amendements soient jugés irrecevables. Merci. Très bien, merci bien Madame la députée. La parole est à Monsieur Cyril Isaac-Sibyl pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente. D'abord tous mes voeux, j'exprime aussi tous mes voeux à l'ensemble de la commission et aux collaborateurs de l'Assemblée et des groupes et des députés. Merci d'abord pour cette PPL. Il est important pour nous d'avancer concernant l'exercice coordonné des soins. En juillet 2021, j'avais déposé les conclusions d'un rapport d'information sur l'organisation des prévisions de santé. Quelle vision dans 10 ans et comment y parvenir? Des préconisations de ce rapport ont déjà été reprises concernant notamment les orthoptistes. Notre rapporteur poursuit ce travail en direction des IPA, des masseurs kinésithérapeutes, des assistants dentaires de niveau 2, et c'est très bien. Pour moi, il est important de bien distinguer le rôle de chaque professionnel de santé. Les médecins, après 9 années d'études, ont les compétences concernant le diagnostic, pour poser un diagnostic, et notamment pour poser un diagnostic différentiel. Donc pour moi, le diagnostic est l'art médical. Par contre, les soins peuvent relever de l'ensemble des professionnels de santé qui en ont acquis la formation, l'expérience, la compétence dans le cadre d'exercices coordonnés. Maisons de santé pluridisciplinaires, centres de santé, équipes de soins primaires sont des exercices coordonnés. Par contre, les CPTS ne sont pas des structures de soins, mais des structures d'organisation des professionnels de santé. Et c'est pour ça que nous avons posé des amendements pour exclure les CPTS qui ne sont pas des exercices coordonnés,
des structures coordonnées de soins de ces prérogatives. Enfin, vous avez rappelé les chiffres concernant les IPA. Leur pratique en structure hospitalière se construit autour de projets médicaux et ça fonctionne plutôt bien. Par contre, en ville, de qui parlons-nous? Savez-vous combien d'IPA exercent en activité libérale? Une cinquantaine. Donc, bien évidemment, il nous faudra travailler pour faire en sorte que le master, qui puisse acquérir cette formation via des masters, mais comment financer ce master? Et après, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous échappe, et c'est prévu conventionnel, c'est comment rémunérer ces IPA, alors qu'on sait très bien qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas la file active pour être rémunérées. Donc, tout le travail qu'on fait là est intéressant, mais si derrière, il n'y a pas effectivement le financement en file, ça ne servira à rien. Enfin, nous avions aussi posé des amendements concernant l'accès direct, notamment pour les patients en ALD, et le président de la République l'a rappelé, 650 000 des patients en ALD, donc le diagnostic était posé, qui ont donc un diagnostic, mais qui n'ont pas de médecin traitant, et ça, pour ça, effectivement, pour moi, et notamment dans les autorités, c'était pour moi primordial, et c'est regrettable que les amendements aient été supprimés. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. D'abord, une bonne année à toutes et à tous. Et pour en revenir à ce qui nous occupe, nous sommes tous conscients de la situation du pays en matière d'accès aux soins. La désertification médicale s'étend chaque jour dès qu'un médecin prend sa retraite, que l'on soit en ville ou à la campagne. Chacun connaît les multiples raisons de ce phénomène très grave, dont je ne reviendrai pas dessus. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'il nous incombe d'agir vite et efficacement pour répondre à l'urgence, car c'est notre responsabilité de parlementaire d'améliorer la vie des Français à travers la loi. Donc cette proposition de loi doit faciliter l'accès direct à un certain nombre de professions médicales. C'est une bonne idée, mais selon nous, c'est poser un pansement sur une plaie plus que béante. Faciliter l'accès direct permettrait à de nombreux Français de se soigner plus facilement dans certaines situations bien précises. Chacun sait, par exemple, qu'il doit se rendre chez le kiné lorsqu'il a une entorse, mais la loi ne permet pas actuellement un remboursement satisfaisant. Cette loi permettrait donc de décharger les médecins généralistes de certaines tâches, souvent chronophages, ce qui libérerait du temps médical précieux au vu de la désertification médicale. Elle encouragerait également le développement des protocoles de coopération qui sont encore trop peu utilisés. Ces derniers sont pourtant doublement bénéfiques. D'abord, car ils améliorent la qualité des soins. Ensuite, car ils rendent plus évolutives les carrières médicales, renforçant l'attractivité des métiers. Cette proposition de loi est donc dans le bon esprit, sans toutefois répondre de manière satisfaisante à la gravité de la situation de l'accès aux soins dans notre pays. En effet, elle ne permettra pas l'installation de médecins dans les territoires qui en sont dépourvus, que seule une régulation de l'installation permettrait. C'est pourquoi notre groupe, à ce stade des débats, s'abstiendra. Merci bien. La parole est à Monsieur François Jernigon pour Horizon et apparenté. Monsieur le député, allez-y. Merci Madame la Présidente. Mes meilleurs voeux donc aux membres de cette commission et leurs collaborateurs. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour examiner cette proposition de loi qui a pour objet d'étendre l'accès aux professions de santé intermédiaires sur le territoire. L'accès aux soins a été un marqueur fort de la campagne présidentielle 2022 et demeure une des préoccupations principales dans le quotidien des Français. Les inégalités de répartition, les inégalités géographiques et financières sont un véritable enjeu de santé publique dont le législateur doit se saisir. En conséquence, je me réjouis que ces problématiques soient prises à bras-le-corps dans le cadre de nos travaux parlementaires. Si depuis tant d'années nous assistons au délitement de notre système de santé, le président de la République porte depuis 2018 une véritable volonté de redressement, notamment avec le Ségur de la santé, qui prévoit un investissement inédit, massif et ambitieux de 19 milliards d'euros dans notre système de santé. Le PLFSS pour 2023, texte dans lequel l'investissement des députés du groupe Horizon, dont Frédéric Valletoux a été entier, représente un pas de plus dans son long chemin de redressement. En permettant, d'une part, l'accès direct à 3 professions paramédicales et d'autre part en créant une nouvelle profession intermédiaire en médecine dentaire, cette proposition de loi concourt nettement à ce net objectif. Très courant dans les pays anglo-saxons notamment, la pratique avancée doit libérer du temps médical aux médecins et mieux prendre en charge les patients, le permettant un accès aux soins primaires facilité.
Un patient pourra donc désormais, sans prescription médicale et donc sans consultation préalable, être remboursé de ses soins en allant consulter un kinésithérapeute ou un orthophoniste. Un meilleur accès aux soins pour tous passe par une meilleure répartition des professionnels sur le territoire, et le groupe Horizon et Apparentés a formulé ses propositions en ce sens, mais également par une meilleure répartition des tâches entre les professionnels. Cette proposition de loi va dans ce sens et c'est pourquoi le groupe Horizon et Apparentés la soutiendra. Merci bien, monsieur le député. Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues et bonne année à tous et toutes. Si cette proposition s'inscrit dans la continuité de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification de la même auteure et touche dans son titre la question essentielle de l'amélioration de l'accès aux soins, nous regrettons l'absence des contours précis venant encadrer ces propositions de mesures. Nous, écologistes, sommes pleinement mobilisés pour le maintien et le développement et l'amélioration de notre système de santé. C'est pourquoi nous faisons de la simplification de l'accès aux soins une priorité absolue. Des années de politique de compression des dépenses hospitalières publiques et de développement d'une logique d'industrialisation des soins ont comprimé notre système de santé qui doit maintenant faire face à la difficulté de l'écart croissant entre la demande adressée aux services et les moyens dont ceux-ci disposent pour y faire face. Les conséquences sont terribles pour les patients. Augmentation des risques, difficultés de prise en charge et inégalité d'accès aux soins. Pour répondre à la crise de notre système de santé aujourd'hui au bord du précipice, il faut non seulement revenir sur les politiques désastreuses de marchandisation du soin mises en place depuis plusieurs décennies, mais aussi remettre l'ensemble du personnel soignant au cœur de l'organisation des soins. En cela, l'ambition initiale de la proposition de loi affichée dans son titre touche quelque chose de juste. Toutefois, contrairement à ce qui est proposé ici, selon nous, l'ouverture de l'accès aux soins ne doit pas se faire sans cadrage précis, au risque que la mesure ne se retourne contre les patients. Le sujet de l'accès aux soins est bien trop important pour ne pas être travaillé avec ambition et précision. Alors que la pénurie de personnel se renforce suite aux grandes difficultés pour le secteur de santé à recruter, il n'y a pas de place pour les mesures floues qui tendent à interroger, voire effrayer, plutôt que rassurer. Ouvrir de nouveaux corps de métier infirmiers ou d'assistants médicaux dentaires sans préciser les modalités de calcul des rémunérations liées à l'augmentation du périmètre de compétences de ces praticiens doit tous et toutes nous alerter. De même, proposer de créer de nouveaux corps de métier sans coupler cette mesure à la mise en place d'un plan d'ampleur visant à rendre ces filières attractives et à encourager la qualité de vie au travail conduit à n'observer le problème que sous un seul prisme. L'heure est à la mise en place de mesures concrètes et palpables. Ce n'est malheureusement pas l'ambition du texte qui nous est proposé, qui se contente de demi-mesures mal cadrées. Le groupe écologiste réitère la nécessité d'adopter des mesures et des actes forts pour sauver notre système de santé. Merci bien. La parole est à monsieur Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année de 2023, en espérant que nous puissions contribuer ici à ce qu'elle soit bonne effectivement pour nos concitoyennes et concitoyens. On vérifiera tout ça. Sur ce texte, je dois dire que dans un premier temps, il nous a laissé un peu circonspect, d'abord pour des raisons de forme, parce que effectivement, la modification des périmètres, la création parfois de nouveaux métiers, la délégation de tâches, sur lesquelles nous avons l'impression parfois de délibérer au fil de l'eau, nous pensons qu'elle mériterait sans doute des discussions un peu plus vastes avec l'ensemble des acteurs, et peut-être que le gouvernement devrait y prendre un peu plus sa part avec des études d'impact, avec des discussions que pour l'instant nous n'avons pas le sentiment d'avoir vues. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que ce texte vise à engager dans le droit commun des objets d'expérimentation en cours, voire qui n'ont pas débuté. Et que ça, c'est pour nous quand même aussi une interrogation. Le sentiment que finalement on prend les choses un peu à l'envers, ou en tout cas qu'on accélère et qu'on ne prend pas en compte peut-être les nécessités qui avaient présidé à la mise en place de ces expérimentations. Voilà. Pourquoi passer outre et ne pas en tirer les leçons? Ça mériterait quand même qu'on prenne ce temps-là. Je voudrais également indiquer que ce projet de loi nous semble parfois, et peut-être que ce n'est pas son intention, afficher une certaine négation de la place décisive du médecin traitant.
Et que de ce point de vue-là, nous pensons, nous, que les médecins traitants ont une place décisive et qu'il ne faut pas renoncer aux médecins traitants. D'ailleurs, ça mériterait des mesures qui n'ont pas été prises jusqu'ici, à notre avis, par le gouvernement. Et nous pensons que l'organisation des soins, l'accès aux soins, doit se faire aussi dans des équipes de proximité, des équipes de soins primaires de proximité, qui ne peuvent pas être effectivement les CPTS, comme le disait à l'instant Isaac Sibyl. Et nous pensons qu'il faut également essayer d'assurer la viabilité de ces métiers, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, et créer les conditions de véritable coopération. Or, nous voyons bien que pour l'instant, vu la manière dont a été reçu ce texte, ça n'est pas tout à fait le cas. Donc, nous demeurons circonspects, nous avons des propositions à faire et un certain nombre de garanties à mettre sur la table pour que ce texte puisse prospérer, en indiquant également que pour nous, ça ne fait pas du tout le compte sur la lutte contre les déserts médicaux. Très bien, merci Monsieur le député. Monsieur Paul Colombani pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. À mon tour de vous présenter également les vœux. Pace salud a tutti, comme on dit en Corse, la paix et la santé à tous. C'est bien à propos. La santé, c'est justement le sujet qui nous occupe aujourd'hui et notre groupe partage l'objectif poursuivi, augmenter le temps médical disponible. Il n'y a pas de solution miracle et c'est un arsenal d'outils que nous devons déployer. La coopération et la pratique avancée en font partie, à condition déjà de s'assurer de la bonne compréhension et de la bonne application de ces dispositifs pour tous et partout. L'objectif premier devait être de conforter les infirmiers en pratique avancée dans leur mission et d'améliorer la formation, aussi bien dans le contenu encore trop hétérogène que sur tout le territoire que leur accès. Il faut aussi mieux les intégrer au système de santé et s'assurer d'une vraie coopération avec tous les acteurs, en premier lieu les médecins et les pharmaciens, ce qui implique une clarification des compétences. Aussi, notre groupe a quelques réserves et questionnements sur les dispositions de la loi. La création des deux types d'IPA, praticiens et spécialisés, ne risque-t-elle pas de créer encore plus de flou et d'incompréhension autour de la profession? Sur l'ouverture de la primo-prescription aux IPA, je suis personnellement plus que réservé. Notre groupe proposera que celle-ci soit plus encadrée. Le renvoi à un décret simple est en effet insuffisant. Nous reviendrons au cours des débats sur les difficultés posées par le texte et je défendrai quelques amendements pour encadrer les différentes dispositions. De manière générale, j'en profite pour alerter sur un problème de méthode. Cette loi propose d'abroger des expérimentations tout juste adoptées et de les intégrer directement dans le droit commun, alors même qu'elles n'ont jamais été mises en œuvre. Cela nous prive d'un retour de terrain utile pour s'assurer la pertinence des études et des conditions requises pour leur bonne application. Enfin, pour conclure, une simple réflexion. Il y a pas moins de quelques semaines, on venait de nous expliquer que pour mieux soigner nos concitoyens, des jeunes étudiants qui étaient à Bac+9 devaient effectuer une année supplémentaire. Et aujourd'hui, on va nous expliquer qu'à Bac+3, Bac+6, peut-être entre Bac+3 et Bac+6, on va être capable d'assurer les mêmes soins. Donc, je ne sais pas si nos compatriotes vont pouvoir nous suivre sur ce terrain-là. Merci bien. Donc, j'ai deux petites questions que je vais tout de suite passer. Je passe la parole à Monsieur Yannick Neuder. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, meilleurs vœux à toutes et tous. Isaac Sibyl l'a dit, il y a 50 infirmières en pratique avancée libérale. Donc attention, il ne s'agit pas d'opposer les différents corps de métier les uns aux autres, mais il ne s'agit pas non plus de détruire quelque chose qui fonctionne bien. Et ce qui fonctionne bien, c'est les infirmiers anesthésistes. Donc moi, je suis très déçu qu'il y ait l'irrecevabilité totale des amendements concernant cette profession, parce que je rappelle que c'est une profession qui existe depuis plus de 70 ans, qu'elles ont un niveau master Bac+5, que c'est quelque chose qui est envié dans beaucoup de pays européens. Et là, on est en train de complètement détruire cette profession, puisque je rappelle qu'ils ont 4 missions, des soins d'urgence, ils participent, et ils sont souvent les seuls éléments dans nos SMUR embarqués, ils participent aux soins critiques dans nos réanimations, dans nos soins continus, ils font les soins d'anesthésie, puisque je rappelle que c'est eux qui font tourner nos blocs opératoires, puisque nous avons un médecin anesthésiste pour 2 salles, parfois 4 salles, en fonction des établissements publics ou privés, et ils font toute la gestion de la douleur avec l'algologie. Et là, je suis très étonné, Madame Rist, Madame le rapporteur, que vous ne teniez pas compte des propositions et des engagements d'Olivier Véran suite au rapport de l'IGAS sur l'obtention
l'extension d'un statut en pratique avancée pour tous les IAD, tous les infirmiers anesthésistes différents des IPA, et avec un maintien des décrets réglementaires de 1994 et de 2017, et surtout le maintien de cette formation. C'est un engagement qui avait été donné suite à un rapport de l'IGAS. Il devait avoir une application par le rapport de Beaupuy. Nous en avons déjà parlé ensemble. Ce rapport de M. de Beaupuy n'a jamais été transmis. Donc je renouvelle ce que je vous ai déjà dit avant les fêtes de fin d'année, qu'il faut sauver la profession des infirmières anesthésistes et leur donner un statut différent d'auxiliaires médicaux de pratique avancée. Nos hôpitaux tournent déjà avec 50% de blocs opératoires grâce aux infirmières anesthésistes. Si on les démotive et qu'on les fait partir, on va faire chuter drastiquement la chirurgie dans nos blocs opératoires. Donc, je vous en prie, ce n'est pas une lutte des classes, une lutte idéologique. On a un outil qui fonctionne, il faut le maintenir. Très bien, merci Monsieur le député. La parole est à Jean-Carl Grelier. Je vous donne le micro. Allez-y, prenez-le, prenez-le. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais souligner, Madame la Présidente, le travail important qui a été réalisé par la rapporteure générale sur ce projet. Et je voudrais souligner aussi la qualité et la vision pragmatique qui est la sienne. Aujourd'hui, sur de trop nombreux territoires de notre pays, nos concitoyens sont en absence de prise en charge, faute d'une présence médicale. Et dans la situation qui est la nôtre, de très nombreux Français aujourd'hui acceptent sans difficulté de rentrer dans un circuit de prise en charge de soins par un canal qui n'est pas d'abord un canal médical et qui peut être celui de professionnels paramédicaux. Et favoriser, dans le cadre de soins concertés, la prise en charge des patients par un professionnel de santé paramédicale en première intention, c'est ouvrir très largement le champ de la prise en charge sur l'ensemble des territoires. Donc, j'ai entendu les circonspections, j'ai entendu l'attentisme, j'ai entendu les réserves, j'ai même entendu qu'on pouvait regarder ce projet de loi par le petit bout de la lorgnette, mais aujourd'hui, il y a des millions de Français qui attendent de pouvoir entrer dans un circuit de prise en charge, si c'est une IPA, si c'est un masseur-kinésithérapeute, si c'est un orthophoniste, si c'est une sage-femme qui agit en première intention, c'est un vrai service qui sera rendu aux Françaises et aux Français. Très bien, merci. La parole est à Monsieur Thibault Bazin. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, meilleurs vœux ainsi qu'au service de l'Assemblée, aux collaborateurs et à l'ensemble des députés. Moi je voudrais, avant d'examiner les amendements, qui sont nombreux pour ceux qui ont pu sauter l'irrecevabilité, et on peut regretter le taux d'irrecevable. C'est une question plutôt d'abord de méthode, Madame la rapporteure générale. Vous êtes rapporteure générale du PLFSS, et à travers cette proposition de loi, comme on ne peut pas créer de charge, on fait d'une certaine manière l'impasse sur la question des moyens. Or, on voit bien qu'il y a une question liée à la formation, il y a une question liée à la rémunération, surtout si certains professionnels vont avoir une formation plus importante, d'autres missions. Or, on voit bien dans l'attractivité des métiers, la réussite même de l'effectivité des mesures envisagées, la cohérence avec l'ensemble de ce qui est projeté. Est-ce qu'il n'y avait pas plutôt... est-ce qu'on n'aurait pas dû plutôt l'envisager à travers un PLFSS, ou est-ce que vous allez profiter du PLFSS rectificatif pour, d'une certaine manière, mieux valoriser les métiers du soin, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux? Est-ce que c'est l'unique réponse que vous souhaitez apporter au problème de la désertification et du manque d'allocation de moyens? Moi, je doute que ça soit une réponse suffisante, parce que, objectivement, aujourd'hui, on a besoin de libérer du temps médical. Et pour libérer du temps médical, il faut pouvoir assouplir, alléger, faciliter. Et aujourd'hui, les acteurs de terrain expriment plutôt une déception à l'égard notamment des structures qu'ils jugent trop technocratiques, notamment les CPTS, qui ne semblent pas l'exercice de terrain coordonné. Et donc, il y a vraiment des doutes des acteurs, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, à cet égard. Et je pense qu'il faudra pouvoir appréhender ce problème. Très bien. Monsieur Didier Martin. Merci Madame la Présidente. Le titre de cette PPL souligne bien son objectif: améliorer l'accès aux soins de la population française,
avec effectivement l'implication d'auxiliaires et de différentes professions médicales et paramédicales qui sont mobilisés dans le cadre de cette fameuse médecine coordonnée où les médecins traitants doivent jouer pleinement leur rôle. À mon tour, je souhaiterais que Madame la rapporteure nous revienne sur la question des infirmiers anesthésistes qui sont depuis longtemps à notre contact, les uns les autres, pour effectivement souligner la difficulté qu'elles ont à accéder à leur formation, qu'elles payent parfois de leurs propres deniers, du peu de reconnaissance qu'elles retrouvent ensuite en salaire, en particulier dans le secteur hospitalier. Et quand je vois, par exemple, que les IPA s'exercent de par la loi dans des domaines bien définis, j'en cite deux: les pathologies chroniques et stabilisées, et puis les urgences. Eh bien, les infirmiers anesthésistes interviennent pour ces pathologies chroniques stabilisées sous l'angle de la douleur, de la prise en charge de la douleur, et interviennent également dans le cadre des urgences, cela a été dit par notre collègue. Donc, Madame la rapporteure, merci d'avoir un mot d'explication pour ces professions qui sont en attente et dont personnellement, comme d'autres, je soutiens les revendications. Merci bien, mes chers collègues. Donc, avant d'examiner les amendements, je passe la parole à Madame la rapporteure pour des éléments de réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci pour ces commentaires sur cette proposition de loi qui reste une proposition de loi, qui n'est pas un projet de loi santé, et qui a l'ambition de cette proposition de loi, c'est-à-dire de ces 4 articles, qui n'est pas celle de dire qu'on va résoudre tout le problème de l'accès aux soins avec cette proposition. C'est une proposition qui permet d'avancer dans un chemin qui est celui qu'on avait déjà commencé dans la loi qu'on avait adoptée il y a 2 ans, et qui permet de façon assez pragmatique, ça a été dit, d'essayer d'offrir un accès aux soins favorisé, mais qui, bien sûr, c'est pas la baguette magique qui, demain, avec cette proposition de loi, réglera tous les problèmes, et j'en suis très consciente. Est-ce une raison pour ne pas faire ces avancées, qui sont des avancées, quand le patient, demain, avec son entorse de cheville, pourra aller directement chez le kiné plutôt que de trouver le temps, enfin, le délai d'avoir son rendez-vous chez le médecin pour prendre un rendez-vous de consultation chez le médecin et ensuite aller chez le kiné, c'est une avancée pragmatique pour le patient, pour les citoyens. Et c'est le sens de cette proposition de loi. Le sens de cette proposition de loi, je l'ai entendu, n'est pas d'exclure le médecin généraliste ou de faire faire par des professionnels le métier de médecin généraliste. C'est pas écrit, et c'est une crainte qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Il suffit de regarder comment ça se passe dans les autres pays qui ont beaucoup d'avance sur nous, 1962 aux États-Unis et plus de 15 ans dans les autres pays. Donc, et ça n'a pas fait disparaître les médecins généralistes, bien au contraire, ça les recentre vers leur expertise et leur vrai métier de coordination, de place centrale dans le système, à mon sens. Et quand on voit le nombre de personnes âgées qui arrivent rapidement devant nos yeux, et quand on pourrait se demander qui va les soigner dans quelques années, je crois vraiment que cette place du médecin généraliste doit être redéfinie, doit évoluer. Les maladies évoluent, les malades vieillissent de plus en plus, et nous devons faire évoluer aussi nos modes d'entrée dans le système et nos métiers, et les métiers des professionnels de santé. Donc, encore une fois, c'est pas du tout... mais ce n'est pas une loi sur les médecins généralistes, c'est vrai. Peut-être il faut d'autres propositions de loi, et vous avez raison aussi de dire que dans cette proposition de loi, nous ne mettons pas des valorisations financières pour ces métiers. Ça relève de la négociation conventionnelle avec les caisses d'assurance maladie, et aussi des votes que nous faisons sur l'ONDAM chaque année. Mais ce n'est pas le lieu dans une proposition de loi de travailler ça. Nous, ce que nous disons dans cette proposition de loi, c'est que nous avons des professionnels compétents qui sont formés très souvent à l'université, qui ont des diplômes universitaires et dont on n'utilise pas à l'heure actuelle leurs compétences alors qu'on a des difficultés d'accès aux soins. Et dont on sait aussi que quand on utilise ces compétences, les malades sont mieux soignés. Il y a des études scientifiques étrangères qui montrent que quand des malades sont pris en charge en complémentarité avec le médecin et l'infirmière de pratique avancée, leurs maladies sont moins évolutives. Les malades vont mieux. Donc c'est tout l'inverse que j'ai pu parfois entendre, et encore aujourd'hui, en disant qu'on allait soigner moins bien les patients. Sur les infirmières anesthésistes, je regrette que nous n'ayons pas le débat. Je pensais que ces amendements pourraient être recevables, mais de ce que je comprends, on étend le champ de compétences des professionnels, et c'est pour ça que ce n'est pas recevable.
Mais je rappelle que ce n'est pas moi qui dis si c'est recevable ou pas. Cependant, pour les infirmières anesthésistes, cette proposition de loi propose dans l'article 1 de créer des infirmières de pratique avancée spécialisées, ce qui permet d'ouvrir la possibilité pour les infirmières anesthésistes, par voie réglementaire, d'atteindre cette définition de pratique avancée. Il reste des choses à caler pour les définir en pratique avancée. C'est tout ce travail qui est en train d'être fait avec le ministère, avec des réunions qui avancent, il me semble, de façon, qui avancent et qui permettront de les définir selon leurs critères de pratique avancée. Il y a eu, mais nous y reviendrons dans les amendements, sur la distinction infirmière de pratique avancée spécialisée et infirmière de pratique avancée praticien. Il me semblait très important de le mettre dans cette proposition de loi. Déjà, c'est les recommandations du rapport IGAS, donc un travail qui avait été important, de distinguer les deux, mais qui permettent de distinguer d'une part plutôt celles qui seront en amont du médecin et celles qui seront en aval du médecin, donc des métiers qui sont le même métier, mais avec des modes d'exercice différents. On peut prendre le parallèle du médecin hospitalier et le médecin de ville, du spécialiste de ville et du spécialiste hospitalier. C'est-à-dire que quand vous êtes rhumatologue, c'est le même métier, mais vous pouvez l'exercer en ville ou à l'hôpital, et c'est pas tout à fait, vous ne faites pas tout à fait la même chose. C'est ce que veut dire cet article 1. Sur les rémunérations, j'ai répondu. Sur le fait des CPTS, nous allons y revenir dans les débats. J'entends ce sujet. Il y a beaucoup d'amendements qui considèrent que la coopération professionnelle territoriale de santé n'est pas un exercice de soins coordonnés. Elle peut l'être puisque, par exemple, elle organise les soins non programmés. Dans certaines CPTS, il y a l'organisation des soins non programmés. Il est indiqué comment s'organise. Donc on pourrait très bien imaginer que dans ces CPTS, il puisse être organisé aussi l'accès direct. Et puis, vous l'avez dit, il faut aussi d'autres moyens plus souples, Monsieur Bazin, sur l'exercice coordonné. C'est tout à fait ce qu'a reprécisé le président de la République dans ses vœux aux soignants, en parlant d'équipes traitantes qu'il va falloir organiser territoire par territoire pour que chaque citoyen ait un professionnel référent qui travaille dans une équipe, bien sûr, avec le médecin au centre de ce système. Donc je pense que nous allons revenir sur les CPTS. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près aux différentes questions. Je trouverais vraiment dommage, j'entends aussi que vous dites la proposition de loi est bien, mais comme vous ne faites pas l'obligation d'installation ou la régulation d'installation, on va s'abstenir. Je trouve très dommage vis-à-vis, des professionnels qui attendent de voir leurs compétences reconnues et valorisées, et d'autre part, pour nos citoyens qui trouveraient une amélioration à leur accès aux soins. Nous sommes responsables devant les citoyens de cette amélioration de l'accès aux soins. Et toute politique politicienne, je trouve, sur cette proposition de loi, doit nous mettre chacun face à nos responsabilités. Très bien. Monsieur Daréville, vous souhaitiez intervenir ? Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je voudrais dire quelques mots sur l'organisation de nos travaux. Parce que je suis très préoccupé des semaines qui viennent. Nous avons une réforme des retraites dont nous savons qu'elle a une importance particulière et qu'elle va beaucoup nous occuper. Elle va être précédée de 2 réformes que nous devons examiner ici et dans l'hémicycle. La réforme que nous sommes en train d'étudier sur les professions de santé, la réforme qui va venir sur le bien vieillir. Elle sera également précédée ou accompagnée d'une réforme dite d'ADU sur, je crois, des textes européens dont nous avons, je crois, une dizaine d'articles à examiner. Il y a une journée parlementaire qui se tiendra début février, pour laquelle j'imagine il y aura aussi des textes qui concerneront notre commission. Je crois que ce ne sont pas des conditions de travail sérieuses pour le Parlement. Je ne parle pas ici de la commission en soi, Madame la Présidente, et il ne s'agit pas de vous mettre en cause pour ces choses pour lesquelles vous n'êtes finalement pas responsable. Ce n'est pas vous qui fixez le calendrier de l'Assemblée nationale. Mais je crois que ça n'est pas sérieux, que ça n'est pas respectueux du Parlement de nous faire légiférer dans ces conditions, avec finalement un texte qui sera examiné en séance, et pendant que le texte sera examiné en séance, nous aurons déjà préparé les amendements pour le texte suivant. Je crois que franchement, ça n'est pas sérieux. Je ne sais pas si c'est une stratégie délibérée de la part du gouvernement. En tout cas, je souhaiterais que le Parlement puisse se faire mieux respecter et que nous puissions protester contre ce calendrier qui, je crois, est totalement inapproprié
à l'ampleur des enjeux auxquels nous devons faire face. Il y a une crise sociale, une crise sanitaire, des enjeux considérables. Notre commission est au cœur de ces préoccupations, donc elle a beaucoup de travail et moi je suis disponible pour travailler, il n'y a pas de souci. Mais je crois franchement que nous devons nous garantir des conditions de travail beaucoup meilleures que celles qui nous sont proposées aujourd'hui. Voilà. Et franchement, je crois que ça n'est pas le cas et que nous devrions collectivement nous opposer à ce calendrier qui nous est imposé par le gouvernement. Et ce n'est pas une question, en l'occurrence, de couleur politique, c'est de faire respecter tout simplement les droits du Parlement pour pouvoir délibérer, légiférer dans de bonnes conditions qui fassent honneur au mandat qui nous a été confié. Très bien, monsieur le député. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, il y a le texte sur la réforme des retraites qui arrive, mais le texte n'arrivera qu'à la fin du mois. Là, nous sommes en train de travailler sur une proposition de loi et non pas sur un PJL. Et au demeurant, très souvent, c'est la commission effectivement des affaires sociales qui est sollicitée, notamment par de nombreuses lors du dépôt de nombreuses PPL, dans le cadre aussi de certaines niches. Je veux dire, c'est aussi le travail parlementaire qui parfois bouscule notre agenda et non pas l'agenda du fait de décisions gouvernementales par le biais de PJL. Je suis désolée de le dire quand même, monsieur le député. La commission des affaires sociales a été sollicitée effectivement cet été par le PJL, le pouvoir d'achat. On a eu un petit texte sur l'assurance chômage qui nous a occupés. Et après, on a effectivement un texte qui est majeur, c'est le PLFSS. Et là, on sort du PLFSS, on a un petit peu d'air avant la réforme des retraites, je l'entends. Et donc, nous sommes en train d'examiner cette proposition de loi qui arrive. Mais en aucun cas, oui, mais le projet de loi sur la réforme des retraites n'arrivera qu'à la fin du mois. Alors, concernant le bien vieillir, vous avez vu que j'ai nommé effectivement, nous avons désigné les rapporteurs, nos deux rapporteurs qui seront effectivement Monique Iborra et Madame Vidal. Mais concernant l'agenda, on n'a pas encore tout à fait arrêté la date de l'examen du texte. Donc je le dirai d'ici quelques jours. Voilà. Justement, si je n'ai pas donné les dates aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas non plus trop vous bousculer. Donc, vous voyez, je pense à vos petites âmes et à votre repos également dominical. Donc, on verra, on verra. Voilà ce que j'avais à dire. Mais j'entends, monsieur le député, notre commission travaille beaucoup, mais aussi du fait de travaux émanant des députés que nous sommes. Voilà, que je salue d'ailleurs, le travail parlementaire. Et nous essayons de faire en sorte que ce travail se déroule dans de bonnes conditions avec les moyens que nous avons. Voilà, monsieur Neder, oui, vous vouliez intervenir? Alors, moi, je voudrais revenir sur, Madame la Présidente, sur les propos du rapporteur général concernant les infirmiers anesthésistes. J'entends ce que vous dites, hein. Vous dites reconnaître l'utilisation des personnels formés avec le grade de master, avec leur carrière, et quelque part l'universitarisation des professions. De ce fait-là, est-ce que vous pouvez vous engager ce soir, puisque vous dites vous-même que les discussions sont en cours, que finalement, vous n'allez pas transformer nos infirmières anesthésistes, qui sont quand même la clé de voûte du fonctionnement de nos blocs opératoires, de nos SMUR, de la gestion de la douleur, en des IPA d'urgence? Et est-ce qu'on peut, à ce moment-là, les soustraire de cet article de loi qui, pour l'instant, crée plus d'inquiétude que ça ne règle de problème? Et vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait être pragmatique. On est pragmatique. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, sortons les infirmières anesthésistes de ce dispositif d'IPA pour lequel les dispositions ne sont encore pas abouties. Et ça va rendre de la sérénité auprès des 11 000 infirmiers anesthésistes versus les 300 à 800 IPA qui, pour l'instant, sont formés par an, qui ne posent pas du tout le même problème. Et quand je l'ai dit dans mes propos introductifs, je ne veux pas qu'on oppose les IPA et les infirmières anesthésistes. C'est des professions complètement différentes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'exemple de l'entorse. Si on a une entorse... Voilà. Très bien, monsieur le député. On ne va pas relancer la discussion générale, mais madame là, oui, mais de toute façon, le débat, il va avoir lieu, puisque nous allons examiner à travers les amendements. Mais je passe la parole. Oui, je passe. Attendez, monsieur le député. Ça y est, vous avez posé votre question, je donne la parole. Non, tout à fait. Oui, tout à fait. Je passe la parole à madame la rapporteure générale et elle va vous répondre. Voilà, répondre à votre remarque, monsieur le député. Les infirmières anesthésistes ne sont pas dans la loi. Ce que j'ai dit, c'est que le fait de l'écrire de cette façon pour les IPA spécialisés, ça permettrait qu'elles puissent devenir des infirmières en pratique avancée à la condition de modifications réglementaires qui sont en cours de discussion avec les IAD.
Donc c'est l'inverse un peu. Oui, mais ça va. Elles ne sont pas incluses dans les C'est IPA jusqu'à spécialisées, elles ne 20 heures. répondent pas aux critères. Il faut des modifications réglementaires pour qu'elles le deviennent, et ces Bah, la queue, discussions-là le temps de faire la sont en queue, cours au ministère. Bah, c'est ce que je leur ai dit et ce que je vous redis. Alors, très bien. Oui, monsieur Clouet, vous vouliez intervenir? Oui, c'était juste parce que votre micro est allumé et du coup, à la fin, on n'entendait pas très bien ce que disait madame. C'était juste pour une Ah, question de son. d'accord, excusez. Oui, madame Gruet. Rapidement, j'ai pas eu le temps dans mes propos préliminaires sur le côté conventionnement des praticiens. S'ils ont l'accès direct, il n'y a plus de prescription médicale. Est-ce qu'on peut garantir qu'on conservera le conventionnement? Parce que le conventionnement permet un accès équitable à tous les patients, c'est une chance. Je m'interroge aussi sur le côté rémunération identique, alors que tout augmente dans la vie, où du coup on dégrade aussi un peu la qualité de vie du professionnel par sa rémunération. Donc ça rejoint le côté revoir la valorisation des soignants, mais en même temps garantir le conventionnement, même s'il n'y a plus de prescription médicale. Parce qu'on sait que souvent, quand il n'y a pas de conventionnement et de prescription médicale, nécessairement il n'y a pas de remboursement aux patients. Bien, madame la rapporteure. L'accès direct est déjà dans la loi pour les kinésithérapeutes. Ce que change cette proposition de loi, c'est qu'elle l'inscrit de telle façon qu'elle permet justement la prise en charge par la sécurité sociale. Actuellement, si vous êtes dans le cadre d'une urgence, vous avez déjà le droit d'aller voir le kiné, mais vous ne serez pas remboursé de la sécurité sociale. La différence là, c'est que cet accès direct entraîne le remboursement à la condition qu'il soit dans un exercice de soins coordonnés. Très bien, donc il n'y a pas d'autres observations. Donc mes chers collègues, je vais vous libérer pour aller voter. Ah, mais de toute façon, on va voter l'un après l'autre, donc vous inquiétez pas. Et donc je vous propose de reprendre à 20h, 21h30 ou 21h. 21h, pardon, 21h. 21h. Je vous remercie. On reprend à 21h, 21h.